Après avoir passé lors des deux séquences précédentes et analysé les deux dimensions qui constituent l'ossature philosophique et politique de la matière, c'est-à-dire la liberté publique, droits de l'homme, que nous allons aussi faire un bref résumé avant de traiter l'organisation des libertés et ses finalités. Nous avons déjà dit que les libertés publiques reposent sur l'affirmation philosophique des droits individuels, partant des droits naturels, puis par la suite, seconde génération des droits politiques, et le mécanisme oblige d'institutionnaliser par la reconnaissance juridique de ces idées. Décider, donc, les libertés publiques, même la question des droits de l'homme, est avant tout une ordre philosophique. Il est philosophique parce qu'il repose sur l'éthique, tant développée par Spinoza, et que l'ordonnancement juridique européen, particulièrement français et hollandais de l'époque, reposait sur la question de l'éthique qui est essentielle, fondamentale, où certaines valeurs qu'on partage avec Dieu devront nécessairement être le guide de notre société. Alors, selon Spinoza, l'individu en tant qu'être raisonnable possède des droits, comme je vous ai dit autrefois, consubstantiels à sa nature. Donc aussi, il y a aussi dans cette dimension philosophique, on peut évoquer la thèse sophiste, qui constate que l'homme est la mesure de toutes choses, mettant en second rang l'ordre juridique. Chez les Grecs, la liberté est en corrélation avec la citoyenneté, c'est-à-dire à sa qualité d'homme de la cité. Donc, l'essence de l'homme, qui est encore la phase ultime de son existence, se base sur la citoyenneté qui est une existence politique. Le message chrétien aussi affirme la qualité humaine, étant donné que l'homme est l'image de Dieu. L'islam également va dans ce sens, dans ce sillage, où je dirais toute la pensée théologique, religieuse, permet à l'homme de disposer d'une sphère interdite à l'autorité et au pouvoir. Mais cette conception du droit naturel, cette conception philosophique basée, inspirée du droit naturel, fut par la suite laïcisée à partir du XVIIe siècle. Déjà, on vous a parlé un peu de l'importance des encyclopédistes dans cette espèce de laïcisation. Et on se coupe graduellement de cette référence métaphysique et religieuse pour devenir enfin une conception humaine produit de l'intelligence et de la raison humaine. Donc, liberté, dans ses fondements juridiques, est produite de la raison et de l'intellect humain. Cette conception intellectuelle, je parle évidemment, ça commence au début du processus de réflexion, ça commence à partir de grands théismes, puis par Jean-Jacques Rousseau et par Locke et par les autres, et qui ont imposé notre paradigme reconnu juridiquement par la déclaration de 1789. Voilà un peu le résumé que je pourrais faire sur les 10 séquences passées. Cependant, cet apport libéral dont je vous ai parlé, même dans sa réaffirmation contemporaine d'aujourd'hui, ne reste pas sans critique. La Révolution, le citant Burke par exemple, et ça vous aurez l'occasion de le voir en matière de pensée, au titre du développement que vous aurez lu de Burke, vous avez, Inch'Allah, le voir avec votre professeur de la pensée politique, l'histoire des idées politiques, plus particulièrement. Alors Burke, avec ses réflexions sur la Révolution française, critique la vision individualiste, parce qu'il ne peut véritablement représenter l'intérêt de la nation. On risque un empiètement de l'individu sur la collectivité. De ce fait, il juge la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 comme dogmatique, inadaptée à la complexité de la vie sociale,
Nous citons une autre critique, une autre dimension critique de l'apport libéral et du libéralisme, le marxisme et les marxiens. La déclaration des droits de l'homme, selon les marxistes, est en définitive, les droits proclamés sont en définitive de faux semblants visant une espèce de domination des bourgeois sur la classe laborieuse. Donc la domination, elle est une terminologie qui est très chère dans la sociologie marxiste, et plus particulièrement quand les hommes sollicitent des libertés réelles, concrètes, par l'affirmation de ce que nous appelons les droits créances. Aussi, l'apport libéral en matière de liberté publique est critiqué parce que le traditionnalisme théocratique faisait partie de ces courants qui critiquaient la Révolution. Nous évoquons Bonald de Maistre dans une perspective théocratique qui notait que si la Révolution a pu avoir lieu, c'est parce que la Providence a voulu châtier la France. Donc cette note introductive va certes vous permettre de rentrer dans le contenu de la matière que nous avons découpé sur la tradition académique en deux parties. Le premier axe, qui constitue l'ossature de la matière, est afférent à la théorie et inhérent à la théorie générale des libertés publiques. Deuxième axe, il porte sur le régime juridique des principales libertés. Donc le premier axe, c'est un axe qui se rapporte à la théorie générale et qui nous impose d'abord de vérifier quelques notions sur la liberté. Qu'est-ce que la liberté? La liberté qui intéresse le juriste d'abord se rapporte à la liberté matérielle, qui s'entend comme l'absence de coercition. L'ordre juridique dépasse la conception, ou l'acception plutôt, naturelle, l'acception de liberté naturelle, tant prônée par les penseurs dont je vous ai parlé, je vous ai exposé, et qui est défini, le rappelle encore, comme le pouvoir que l'homme a naturellement pour utiliser ses qualités à sa guise, donc la nature des choses. On constate sur le plan notionnel que la liberté, où cette notion elle est floue, faute d'une définition correcte, précise sur le plan juridique. Donc la liberté, dans son acception juridique, elle est laconique. Aussi jurisprudentiellement, ou selon la jurisprudence, il y a aussi une absence de définition correcte au niveau de la jurisprudence comme source de droit. C'est la doctrine qui a donné libre cours à une réflexion pour tenter de circonscrire ce concept. De ce fait, la doctrine, elle avait proposé deux définitions qui nous semblent dignes d'intérêt. La première, elle est d'ordre ontologique, la seconde, elle est d'ordre politique. La première se place dans la perspective du rapport de l'homme et du monde. Elle est un pouvoir d'autodétermination en vertu duquel l'homme choisit lui-même son comportement personnel.
Ce dernier, c'est-à-dire l'homme, n'est pas le jouet de la prédestination comme le voulaient les calvinistes, mais il est aussi produit de sa volonté. Donc il y a une espèce d'autonomie, de volonté, aussi bien psychologique que comportementale, qui devrait institutionnellement s'inscrire dans l'ordonnancement juridique pour retracer la conduite individuelle et collective des hommes. On se cite. La seconde thèse défendue par la doctrine et qui porte sur l'ordre politique, parce que l'ordre politique se place dans une perspective de corrélation de l'homme et le pouvoir politique. Donc la liberté souhaitée par les hommes et qui occupe d'ailleurs leur passion, c'est celle qui s'oppose à la servitude, à l'autoritarisme. Donc il s'agit, en d'autres termes, il s'agit d'une liberté dite participation, c'est-à-dire à la faculté de gouverner pour devenir des gouvernants. Alors, donc, deuxième axe, le premier axe de cette partie, on va nous interroger sur l'organisation de cette liberté. Comment s'est organisée la liberté telle qu'elle est institutionnalisée ou introduite ou inscrite dans l'ordonnancement juridique. Donc il y a deux techniques d'ailleurs qui se constatent d'ailleurs quand on lit un peu le texte, quand on vérifie au niveau de l'exégèse du texte, on va voir que certainement dans les textes de liberté publique, qu'il s'agit d'une loi ordinaire ou d'une constitution à travers ses dispositions, on va voir où, avec une loi organique qui va prolonger un peu la lecture de la loi constitutionnelle et qui se rapporte aux libertés publiques et aux droits de l'homme, on va voir qu'il y a un découpage technique qui est sérieux. Ça veut dire que ces lois qui reconnaissent l'exercice des libertés ont deux caractères, soit qu'il s'agit d'un caractère préventif, soit d'un caractère répressif. Préventif, c'est-à-dire que l'exercice de la liberté est soumis à certaines conditions préalables. Avant d'exercer, il faut respecter. Par exemple, l'association, il faut créer une association, il faut quand même une autorisation. Faire une réunion, observer un sitting, donc il faut une autorisation préalable. C'est un régime qu'on appelle aussi un régime de police. Pourquoi un régime de police? Parce qu'il repose sur la réglementation. Donc les juristes considèrent que les règles établies au préalable assurent une grande sécurité juridique aux citoyens. Parce qu'avant d'exercer, on sait parfaitement qu'il doit être assuré par l'ordre, par les symboles de l'ordre, par les autorités qui incarnent cet ordre ou qui sont les gardiens de cet ordre, donc on vous autorise d'exercer. L'inconvénient, c'est que le fait d'associer l'administration, plus particulièrement la police administrative, à l'exercice des libertés publiques, réduit un peu l'élan de cette liberté. Alors, comment, évidemment, dans ce préventif, comment on agit pour l'application de ce préventif ou de ces dispositions à caractère préventif, c'est on interdit chaque fois qu'on ressent que tel ou tel comportement, tel ou tel agissement, telle ou telle action risquerait de mettre en cause l'ordre. Et l'ordre public fait consensus. Par exemple, l'interdiction d'un attroupement sur la voie publique. Soit qu'on vous autorise, donc on ne peut exercer une liberté ou un droit que lorsque l'administration vous délivre un papier, autorisation, donc on vous donne purement et simplement
une autorisation de se réunir, d'observer, de créer une association, de créer un journal aussi, donc il faut une autorisation de l'administration compétente. Alors, et évidemment, on va voir que l'autorisation, donc les juristes commencent à critiquer que les autorisations dépendent nécessairement du pouvoir discrétionnaire de l'administration. C'est aux partis qui demandent, qui sollicitent, on leur a refusé l'autorisation, d'essayer l'affaire en justice au niveau des tribunaux, soit du tribunal administratif, soit du tribunal ordinaire, pour demander évidemment à ce que cette autorisation, que le refus fait partie d'un excès de pouvoir, il faut que le tribunal statue sur la question. Et vous avez soit vous allez déclarer préalablement avant de faire. C'est déjà, on va le voir au niveau du Maroc, et dans le fameux Dahir du 15 novembre 1958, et particulièrement dans l'article 11 et 13, relatif au rassemblement public, qui peut être refusé par l'administration. Il peut aussi, après déclaration, évidemment, donc parfois, certains juristes considèrent que la déclaration préalable, c'est un autre moyen d'interdire. Ça, en ce qui concerne le régime préventif. Quant au régime répressif, c'est un régime de droit, on donne la primauté au droit, c'est un régime libéral, beaucoup plus libéral que le régime préventif. Pourquoi? Parce qu'on vous laisse un peu, on vous laisse agir à votre guise, mais on peut saisir les tribunaux pour vous réprimer chaque fois que l'administration juge que vous avez outrepassé, violé votre liberté, ou la liberté des autres, évidemment, ou vous avez violé l'ordre, ou vous allez troubler l'ordre. Donc, ça dépend de l'appréciation de l'administration, dans quelle mesure votre agissement, votre action, votre façon d'exercer cette liberté ne met pas en cause la question de l'ordre. Alors, quant aux finalités, quelles sont les finalités de liberté publique? Alors, ce n'est pas uniquement l'apanage d'une pensée, ni l'apanage d'un ordonnancement juridique. Il y a des conditions objectives relatives à l'environnement. C'est pour rendre efficace l'application, rendre opératoire l'application des libertés publiques, cela nécessite trois conditions sine qua non. La première, l'indépendance politique. Si il n'y a pas d'indépendance politique, il n'y a point de liberté publique. Parce qu'on ne peut pas exercer une liberté dans un État colonisé. Donc, pour prospérer ces libertés et reconnaître les droits de l'homme, il n'y a pas finalement une colonisation prétendument éternelle. Mais dès que nous aurons ou que les États acquisent leur indépendance, ils peuvent rendre opératoire l'exercice des libertés publiques. Et cette liberté publique aujourd'hui, depuis les années 50, depuis la création des Nations Unies, et ces alliances qui a réuni un certain nombre de militants, de dirigeants africains, latino-américains, asiatiques aussi, pour contester au niveau de l'ONU, au niveau des instances internationales, au niveau du rapport Nord-Sud, que l'indépendance politique n'est pas la fin du monde. Il n'est pas achevé, une indépendance qui n'est pas achevée. Par conséquent, il faut joindre à l'indépendance politique l'indépendance économique, parce que l'économie est fondamentale, parce qu'on ne peut pas rendre les gens reconnaître leur dignité sans la bonne redistribution des richesses. Si la richesse reste encore et verse dans l'ancienne métropole,
il n'y a pas d'indépendance. Alors c'est déjà, il y a beaucoup de résolutions, entre autres la résolution votée au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies pour demander à ce que les peuples disposent entièrement de leurs richesses. Ils doivent gérer leurs richesses comme ils l'entendent, comme ils le veulent, sans aucune ingérence étrangère. Alors, deuxième élément, le libéralisme. Il faut qu'il y ait un État libéral. C'est pas au hasard que depuis l'indépendance, chez nous au Maroc, on avait cette conviction, à la fois morale et politique, de consacrer dans nos démarches, nos comportements, le modèle libéral. Pluralisme politique, multipartisme, reconnaissance des associations, reconnaissance des libertés, juste 2 années après l'indépendance. Le modèle libéral, selon Montesquieu déjà, l'a signalé comme le meilleur protecteur de la liberté. Le libéralisme protège la liberté par le respect des principes fondamentaux. Le premier, la fixité de la loi. Le second est pour la séparation des pouvoirs. Il n'y a pas d'État libéral sans avoir consacré constitutionnellement la séparation des pouvoirs, rationaliser le pouvoir, limiter le pouvoir, parce que l'équilibre de Montesquieu, il veut qu'un pouvoir arrête le pouvoir. Si une instance ou un pouvoir outrepasse sans être limité par l'autre, il n'y a point de constitution, il n'y a point de démocratie. Et Montesquieu, depuis, il voulait qu'il y ait une sauvegarde des institutions à travers cette séparation des pouvoirs. Quant aux élections dont on parle de démocratie, il faut qu'il y ait l'établissement d'un régime qui reconnaît le pluralisme et le multipartisme. Donc ouvrir la voie à un marché politique, une élection libre, transparente et sincère. Reconnaître aussi la démocratie renvoie à la reconnaissance de la diversité, et la diversité dans toutes ses formes, politiques, idéologiques, voire culturelles, ethniques aussi. Donc, ça c'est important pour épanouir, développer ou assurer la croissance des libertés dans le sens voulu par les hommes politiques et par l'héritage ancien ou par les fondateurs, les véritables fondateurs du libéralisme ou de la liberté. Alors ça, au niveau évidemment de finalité. Donc il faut qu'il y ait les trois paramètres fondamentaux, essentiels, qui conditionnent la prospérité des libertés et qui assurent même la grandeur des hommes. Au niveau de découpage, il y a, au niveau de découpage, c'est-à-dire la liberté ou les libertés il y a différents types de libertés que nous résumons en quatre types de libertés. Vous avez des libertés individuelles qui sont très anciennes, par la suite suivies des libertés collectives. Vous avez des libertés dites autonomie et libertés participation. Vous avez des libertés formelles et des libertés réelles. Et enfin, vous avez des libertés absolues et des libertés relatives. Alors, quant aux libertés individuelles sont développées du XVIIe et XVIIIe siècle, où nous avons, qui sont la jonction de deux volets de liberté, basés sur le naturel, la liberté naturelle et la liberté universelle. Au XIXe siècle, XXe siècle, nous assistons à l'avènement d'une nouvelle génération de libertés, dites collectives, dégagées par la théorie marxiste, mais n'empêche que la théorie, parce que les perceptions marxistes reposent sur ce qui s'était passé depuis l'émergence de la révolution industrielle et depuis les crises économiques que nous avons eues, surtout particulièrement celle de 1929, et à travers ça, donc, plus
il y a des conséquences alarmantes que nous avons constatées lorsque le docteur Virilirmé, ça en matière de droit du travail, il avait constaté, sachant que le docteur Villermé, il est un membre aussi, membre au niveau de membre de l'Académie des sciences morales françaises, et qui a constaté que la situation, elle est catastrophique quant au sort, à la vie et au devenir de la classe laborieuse. Donc il faut faire quelque chose. Donc c'était la réglementation qui s'inscrit dans les libertés collectives, des droits, et qui assure la première fois dans l'histoire européenne un certain nombre de textes et dont nous avons eu l'occasion de nous y inspirer, notamment en ce qui concerne la bonne rationalisation du travail, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos, le salaire évidemment, donc éviter l'interdiction à ce que les enfants à bas âge travaillent, éviter à ce que les femmes se travaillent dans des conditions un peu pénibles. Donc vous avez la réglementation qui s'inspire de liberté dite collective. Vous avez une autre liberté autonomie, liberté participation. Alors, qui est développé par Benjamin Constant, c'est un romancier, c'est un homme politique, je dirais même intellectuel, d'origine vaudoise, ce Suisse formé à l'université d'Édimbourg. Il avait écrit plusieurs œuvres où le tempérament philosophique, chez lui, se combine avec la chair politique. Moi, je cite un ouvrage qui d'une extrême importance, Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs. C'est un essai édité en 1815. Il a aussi présenté une brillante synthèse dans son opuscule sur la liberté des anciens et la liberté des modernes. La liberté collective chez lui, qui devrait normalement être défendue par l'opinion publique, par la société, constitue pour lui la plus sûre garde-fou à l'emballement du pouvoir de l'État. D'où l'importance qu'il accorde à la liberté de presse. Il s'agit de la liberté des anciens comparée à celle des modernes. Benjamin, il avait constaté une chose. Les hommes vivaient dans la liberté absolue. Mais avant l'État. Ils font ce qu'ils veulent à leur guise, sans aucune ingérence. Mais depuis qu'ils avaient créé l'État, dans sa dimension écrasante, l'État commençait à retracer un peu les conduites qu'il faut faire par les lois. C'est à l'État de retracer l'avenir et le devenir des hommes, leur retracer le comportement, et toute violation de ce comportement est passible de peine. Donc, les modernes étaient plus heureux, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, quand il disait aussi que les hommes vivaient dans le bonheur total, mais lorsqu'ils avaient créé la civilisation, ils étaient réduits. Donc, c'était ce que Constant appelle la jouissance absolue de la liberté. Aujourd'hui, quand on parle, le synonyme de la liberté absolue, c'est l'anarchie. Voilà, je m'arrête dans cette séquence terminée. Dans la deuxième séquence, je terminerai pour vous expliquer davantage les types qui restent et qui définissent comment c'est le statut de la liberté publique. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.